la capitale Tokyo, Hayao Miyazaki, le créateur du voyage de Chihiro, Shigeru Miyamoto, le créateur de Nintendo, la belle ville de Kyoto, Yoko Ono, le mangaka Akira Toriyama, la tenniswoman Naomi Osaka, ou encore la patineuse Shizuka Arakawa. De nombreux éléments pourraient faire office d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments que l'on va évoquer dans celle-ci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va pour le mieux. Écoutez, de mon côté, tout va très bien. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler pour l'épisode 7 de Road to World Cup du Japon. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner, et c'est parti, générique. Pour commencer à connaître le concept, on va commencer par parler de l'histoire du Japon en Coupe du Monde. Donc le Japon a participé pour la première fois à sa Coupe du Monde en 1998, donc la Coupe du Monde qui avait lieu en France. Et après, ils ont toujours participé à la Coupe du Monde, donc depuis 1998, ils sont toujours là. Et c'est donc leur 7e participation au Qatar. Il faut savoir que c'est assez linéaire, hein, les résultats du Japon en Coupe du Monde, c'est soit premier tour, soit 8e de finale, donc ils ont perdu le premier tour en 1998. 8e de finale quand ils ont été pays hôtes avec la Corée du Sud en 2002, premier tour 2006, 8e en 2010, 2014 premier tour et 2018, 8e de finale. On espère pour eux que en 2022, ce ne sera pas le premier tour, même si on en reparlera après, ça risque d'être un peu compliqué. Donc c'est une nation qu'on a vu des joueurs qui ont été plus que corrects, voire même très bons dans cette sélection. On peut penser par exemple lors de ces 20 dernières années à des joueurs comme Nakata, à Yasuhito Endo, à Keisuke Honda, à Shinji Kagawa ou encore à Shunsuke Nakamura. Vraiment des joueurs qu'on a pu voir en Europe et qui étaient vraiment de très bons niveaux. Une fois qu'on a parlé de l'histoire du Japon, on va parler de la forme actuelle du Japon. Et le Japon est plutôt dans une forme assez mitigée, dirons-nous. Donc le Japon domine dans un continent où il n'y a pas forcément une grosse concurrence, même s'il y a des sélections qui sont plutôt intéressantes et plutôt sympas à suivre. Mais il y a quand même eu des défaites, 2 défaites 1-0 contre l'Arabie Saoudite et également contre Oman, donc ils font un peu tâche, on va dire, dans le bilan récent de la sélection japonaise. Et même si l'équipe a plutôt signé une bonne Kirin Cup, ils ont volé en éclats contre la Tunisie 3-0 en finale. Et ça a fait vraiment tâche du coup cette défaite 3-0 contre la Tunisie lors de cette coupe. Donc la Kirin Cup, c'est une coupe où le Japon participe tout le temps, qui est organisée du coup par la Kirin Corporation. Voilà pour le petit détail. Et c'est vrai que contre la Tunisie, se prendre 3-0, ça fait forcément tâche et ça laisse un peu de trace dans le bilan du sélectionneur actuel. Même si on peut ajouter quelque chose de positif, c'est cette défaite contre le Brésil. Alors vous allez me dire, une défaite positive, ça va pas forcément ensemble. Mais ils ont perdu 1-0 contre le Brésil. On a vu une équipe des Samurai Blue plutôt être intéressante et plutôt tenir tête à cette équipe brésilienne. Même si, ils ont perdu sur un but penalty en plus, donc ils ont perdu 1-0. Donc pour conclure ce bilan, si on regarde la forme actuelle du Japon, elle peut paraître mitigée, mais si on enlève le match contre la Tunisie, au final, ça se passe plutôt bien pour les Japonais. Concernant le sélectionneur, qui est Hajime Miriyasu, il est plutôt décrié. Il met souvent, les joueurs qu'il aime bien, il met souvent ses têtes dans l'équipe et forcément, ça pose un peu problème d'un point de vue méritocratie, j'ai envie de dire. Et forcément, ça ne plaît pas forcément aux Japonais. Surtout que le Japon est en pleine expansion. Le Japon essaye de faire en sorte que le football évolue de plus en plus. On va le voir dans la revue d'effectifs où il y a de plus en plus de Japonais qui s'exportent en Europe et qui ont un niveau plus que convenable. Et c'est vrai que ce sélectionneur ralentit un peu cette croissance et cette augmentation de talent japonais. Et le fait de laisser du coup des joueurs peut-être un peu moins bons et vieillissants ne permet pas au Japon de pouvoir se développer peut-être correctement, car la sélection au Japon reste quand même la figure de proue de ce football japonais. Et en plus de ça, le jeu est plutôt soporifique, on ne prend pas forcément énormément de plaisir à regarder le Japon d'un point de vue spectacle, j'ai envie de dire, d'un point de vue... c'est pas la sélection allemande qui marque des buts tout le temps, c'est un peu soporifique, même si ça permet de forcément pas prendre des humiliations, contrairement à la Corée du Sud par exemple qui se prend des roustes assez souvent dernièrement. Donc voilà, pour ça le Japon, c'est vrai, n'est pas forcément l'équipe la plus soporifique. L'entraîneur est un peu décrié, mais c'est pas l'équipe qui fera peut-être le plus de spectacles malgré énormément de joueurs de talent dans cette équipe. Et d'ailleurs cette équipe, on va la voir dans cette revue d'effectifs. Alors comme d'habitude du coup, j'ai mis les joueurs les plus importants, on va dire, et les joueurs qui sont censés être titulaires. Quand il y avait un petit doute, j'ai mis en dessous qui serait le potentiel remplaçant.
Ce 11, je l'ai fait grâce à Kylian, du coup, qui est un fan sur Twitter de football asiatique, qui parle énormément du football asiatique, donc qui parle également du football de Singapour, il parle également du football saoudien, il me semble avoir vu également du foot thaïlandais par moment. En tout cas, il parle pas de foot sud-coréen ni qatari, ça c'est une certitude, mais voilà. En tout cas, je mettrai le lien dans la description. C'est lui qui m'a aidé pour cette vidéo, donc voilà, n'hésiterez pas à checker. De toute façon, j'en reparlerai en fin de vidéo. Donc au gardien de but, on a Shuichi Gonda, donc qui évolue en Japan League, hein, la première division japonaise, et il est plutôt contesté à son poste. C'est lui qui a en grande partie, la raison de la déroute de son club dans cette division. Mais il est indétrônable du coup aux yeux du sélectionneur, ce qui est un peu dommage, et c'est pour ça que le sélectionneur est autant décrié, comme je l'avais dit auparavant quand on a parlé de la forme. Mais c'est vrai que c'est pas un gardien qui est très rassurant et qui pose beaucoup de problèmes. Mais il n'y a pas forcément de gardiens qui peuvent potentiellement prendre sa place, même si on peut penser au gardien de Strasbourg, Kawashima, du coup, qui est expérimenté, hein, qu'on a déjà vu faire des matchs de Ligue 1. Et on a le petit Kosei Itani, qui est un gardien, du coup, très prometteur, mais voilà, lui, pour l'instant, est peut-être estimé un peu trop jeune pour être dans cette sélection, puis pas forcément dans les choix du sélectionneur, mais en tout cas, il pourrait prendre la suite de la sélection très clairement. À gauche, on a un joueur qu'on a connu notamment à l'Olympique de Marseille, on a Nagatomo, donc qui a maintenant 35 ans, mais il n'y a pas forcément d'autres personnes qui peuvent jouer sur le côté gauche. Donc c'est peut-être un peu une lacune, on va dire, de cette sélection. Même si on a deux défenseurs centraux qui sont capables de jouer à ce poste. On peut penser à Yuta Nakayama ou à Hiroki Ito. Mais voilà, je pense que ce sera Nagatomo qui sera titulaire du côté gauche. Ça peut être un peu une faiblesse, alors que du côté droit, on a plutôt du talent avec Miki Yamame qui a fini meilleur passeur de la Japan League, donc de la D1 japonaise, qui est plutôt intéressant, qui est très offensif. Et on a en background, j'ai envie de dire, Hiroki Sakai, l'ancien Marseillais également. Voilà, donc là au poste d'arrière droit, c'est quand même un peu plus qualitatif, notamment avec le jeune du coup Yamane, mais voilà, donc c'est vrai qu'à droite c'est un peu plus pourvu qu'à gauche. Et en plus, on pourrait rajouter le Gunners d'Arsenal, mais on va parler plutôt en défenseur central, de l'ami Tomiyasu, qui lui est vraiment très bon. On le voit à Arsenal depuis qu'il est arrivé l'été dernier, donc l'été 2021, où il est vraiment très très fort. Et voilà, c'est vraiment de la qualité. Et en défense centrale, du coup, en plus de Tomiyasu, donc que j'avais parlé, qui sera pas forcément titulaire, mais pourtant c'est un défenseur qui est vraiment très intéressant. Mais vu qu'il joue à droite à Arsenal, peut-être qu'il n'a pas forcément sa place. Mais c'est surtout qu'il y a du talent comme Yoshida, qui commence à vieillir, qui commence un peu à décliner, mais en fait c'est le capitaine et il est vraiment essentiel à cette équipe pour apporter toute sa sérénité et toute son expérience. Donc lui sera forcément titulaire et à ses côtés, donc ce sera peut-être Tomiyasu. Mais sinon on peut y citer, et c'est ce que m'a dit du coup Kylian, hein, qui m'a aidé, il y a Ko Itakura qu'on connaît notamment du côté de Gladbach, qui est un défenseur qui est vraiment très intéressant. Pour l'instant il fait une très bonne saison en Bundesliga. Moi je le trouve vraiment très rapide, comme Yoshida d'ailleurs, même s'il vieillit, il est toujours un peu rapide, comme Tomiyasu d'ailleurs. Et voilà, je trouve que sa défense centrale, elle est plus que bonne, elle est plus que correcte, et ça peut être une des forces de cette équipe du Japon, sachant qu'on le verra dans les poules. Il va falloir avoir une bonne défense. Hein. Donc j'ai mis un 4-2-3-1 parce que c'était le plus simple, ça peut peut-être être un 4-3-3. Donc voilà, mais voilà, moi j'ai mis un 4-2-3-1 et dans tous les cas ça change pas forcément grand chose dans l'animation, j'ai envie de dire. Et du coup, dans les deux milieux centraux, on retrouve Wataru Endo, qui est le capitaine de Stuttgart et qui est avec Tanaka. Donc lui, c'est un jeune milieu qui évoluait au Fortuna Düsseldorf. Eux, normalement, il n'y aura pas de souci, ce sera forcément eux qui seront là. Ils sont indétrônables aux yeux du sélectionneur japonais, donc il y a de grandes chances que ce soit lui. Et devant, en 10, on a soit Kamada, qui joue à Francfort, qui est un joueur moi que j'adore, que je trouve vraiment excellent, qui est très intelligent, qui est très juste. Donc voilà, ce sera soit Kamada, soit Haraguchi, qui joue également en Bundesliga. Lui, il joue du côté de l'Union Berlin, pardon, et pareil, il est plutôt correct, moi j'aime beaucoup. Bon, je préfère Kamada, mais voilà, Haraguchi, je trouve très correct. Là, dernièrement, l'Union Berlin, il joue un peu moins parce que l'équipe est passée en 3-5-2 dernièrement, donc forcément, ça corrèle pas avec les qualités intrinsèques de Haraguchi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Haraguchi, donc voilà, il possède quand même deux milieux offensifs qui sont très intéressants. Et ce milieu, c'est un peu une des forces, hein, j'ai envie de dire, de cette équipe du Japon, pardon, je vais y arriver. Et on peut également penser à Kubo, la jeune pépite qui est très attendue du coup du côté des Samurai Blue. Mais c'est pas forcément son poste idéal, même s'il peut y jouer. Je pense pas que ce soit le profil lead one pour jouer dans cet effectif et à cette classe-là. On verra peut-être plus ailier droit, d'ailleurs on en reparlera après du coup des ailiers. Mais voilà, Kubo peut également jouer en 10, même si je pense que Kamada est clairement au-dessus.
Donc sur l'aile gauche, on a Minamino qui est pas forcément bon dans la sélection et en ce moment il est pas forcément bon du coup avec Monaco non plus, donc peut-être que ce ne sera pas lui qui jouera. Ce sera peut-être le petit Kaoru Mitoma, donc qui joue à Brighton. C'est lui qui a offert la qualification du Japon d'ailleurs, donc c'est un joueur qui est très intéressant, qui est très apprécié au Japon. Et c'est un joueur qui a vraiment un très gros sens du but, qui a une qualité de dribble incroyable et c'est vraiment un joueur qui est à suivre et je pense que ce sera lui plutôt de Minamino vu la forme du Minamino actuellement. Et à droite, on a du talent, on a le petit Ito, du coup, qu'on découvre en Ligue 1 en ce moment, qui jouait à Genk, qui maintenant joue à Reims, qui est vraiment très bon, un petit feu follet, là, qui dribble parfaitement, vraiment un petit régal, ce Ito. Et on a également un joueur de Fribourg, qui est joué au PSV, mais qui arrive à Fribourg cette saison, qui est Ritsu Doan, donc qui avait déjà connu la Bundesliga auparavant, et qui, pour l'instant, fait une super saison, tout comme Fribourg d'ailleurs. Pareil, très remuant, très bonne qualité de dribble, très bonne qualité de frappe, enfin vraiment un très très bon joueur, donc cette sélection possède vraiment des armes offensives qui sont plus qu'intéressantes et c'est pour ça qu'elle ne sera pas forcément à prendre à la légère par rapport à ses concurrents. Et ça va être une équipe qui va peut-être être agréable à jouer, même si, comme je l'ai dit, malheureusement, le sélectionneur est très, on va dire, a une tactique très fébrile. Donc c'est dommage qu'on voit pas forcément les talents exploser, être exposés surtout. Mais voilà, c'est une équipe qui possède vraiment beaucoup de talent, qui sera, j'espère, agréable à suivre. Et en pointe, il y a Kyogo Furuhashi, qui semble être le titulaire en force, mais en ce moment, il a du mal à peser dans le jeu, il a du mal à être présent, donc c'est possible que ce ne soit pas lui, et que ce soit Ueda, qui vient de signer au Cercle Bruges. Donc voilà, on verra si Ayase Ueda trouvera sa place ou pas dans cette sélection ou non, si ce sera Furuhashi. On a compris que le sélectionneur n'était pas forcément adepte du changement, mais voilà, c'est vraiment compliqué pour Furuhashi dans cette sélection, donc peut-être que ce sera Ueda. Et on peut penser également à Daizen Maeda, qu'on a connu en D1 portugaise et qui joue maintenant du côté du Celtic, qui est un attaquant très intéressant, donc qui fera partie de la rotation, mais il pourrait potentiellement avoir sa place également dans le 11, mais je pense que, et c'est ce que m'a dit Kylian, il a l'air d'avoir un peu un train de retard. Voilà pour cette revue d'effectifs, et maintenant on va voir la poule. Donc on a 3 sélections qu'on a déjà évoquées dans les épisodes de Road to World Cup, l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica, et clairement ça va être difficile pour le Japon malheureusement. Et alors, comme vous avez pu le voir dans la revue d'effectifs, ils ont beaucoup de talent, ils ont déjà vraiment été remuants, ils ont de plus en plus de joueurs qui s'exportent, notamment en Allemagne, qui commencent un peu à savoir former des joueurs, à savoir, on va dire, répondre aux attentes du football européen, voilà, chercher mes mots. Mais là, malheureusement, ils tombent dans une poule où ça va être vraiment très très compliqué. Vraiment, l'Espagne et l'Allemagne, moi l'Espagne, j'ai dit, c'est un de mes favoris, l'Allemagne, c'est un outsider. Le Costa Rica, bon, je pense que eux sont à leur portée largement. Mais voilà, le Japon va essayer d'exister, va essayer de poser des problèmes. On sait très bien qu'en Coupe du Monde, tout est possible. On a déjà vu notamment la Corée battre l'Allemagne il y a quelques années. Ça va être compliqué pour le Japon, le challenge va être vraiment très très haut. Donc voilà, si je devais donner un pronostic, pour moi, je ne devrais pas passer les poules, vu que l'Espagne et l'Allemagne sont des mastodontes du football mondial. Mais voilà, en tout cas, cette équipe du Japon sera toujours agréable à suivre. On espère vraiment voir cette sélection par la suite continuer à parfaire sa formation, à parfaire du coup ses jeunes talents, qui continuent à y avoir des exportations vers le football européen pour permettre à cette sélection Samurai Blue de pouvoir évoluer, de pouvoir être une prétendante par la suite au 8e, voire au quart de finale. Et pour le joueur à suivre, j'avais envie de parler, du coup, vous l'avez compris, je pense, quand j'en ai parlé dans l'effectif, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup et du coup, je vais vous parler de Kamada. Donc Kamada, il joue à Francfort, il joue du coup dans une équipe qui est très joueuse à Francfort avec l'équipe de Glasner et c'est vraiment un joueur moi que je trouve très intelligent, très excellent. C'est le meilleur joueur de Francfort en ce début de saison, même si là on a un Randall Colomoni qui commence un peu à percer. Et c'est un joueur moi que je trouve vraiment très intelligent, que je trouve très fin techniquement, qui me semble vraiment adapté dans ce rôle de 10 et également là à Francfort il joue plutôt en 3-4-2-1 donc il fait partie des demi offensifs où il est également très bon. Je trouve très bon niveau passe, très bon niveau QI football, je trouve que tactiquement il est vraiment très intelligent. Je le trouve je trouve vraiment complet en fait, je trouve qu'il est un peu bon partout. On l'annonçait un peu du côté de Benfica et finalement visiblement ça s'est pas fait. C'est très bien qu'il reste à Francfort, surtout pour cette sélection qui va en avoir besoin. Donc voilà, on s'était pas sûr qu'à Benfica, il aurait forcément sa place. Le petit bémol qu'on pourrait avoir à travers Kamada, c'est qu'il est un peu irrégulier par moment. À Francfort, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en sélection, pour être très honnête, mais c'est vrai que ça peut forcément être un problème dans sa progression. Mais voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui est vraiment très intéressant, qui est agréable à suivre, qui j'ai hâte de le voir comment ça va se passer en Ligue des Champions pour lui, qui va connaître un peu plus
le haut niveau, et en tout cas voilà, c'est un joueur moi que j'aime vraiment beaucoup, et j'espère qu'on arrivera quand même à le voir briller, même si voilà, cette sélection japonaise va avoir du mal à exister en poule, mais justement contre l'Allemagne il sera peut-être un avantage parce qu'il va connaître un peu les défenses, comment on va jouer de la défense allemande vu qu'il joue en Allemagne, et ça peut être peut-être un plus dans cette sélection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci encore à Kylian, du coup, n'hésitez pas à le suivre, vraiment, il partage du contenu très intéressant sur les championnats asiatiques. Donc merci à lui, vraiment super travail, il m'a vraiment beaucoup aidé pour cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker, il y a des épisodes de Road to World Cup qui vont arriver un peu moins que prévu, parce que je trouve qu'en ce moment, la Coupe du Monde n'est pas forcément dans la tête de tout le monde, et puis j'en ai déjà sorti 7. Ce qui est plus que les youtubeurs que je suis, donc voilà. Je pense qu'on va accélérer le rythme quand on arrivera vers octobre en sortant plus d'épisodes de Road to World Cup. Ce sera peut-être un peu plus dans l'actualité et plus dans la tête des gens. En tout cas, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Il y a une vidéo qui va arriver sur l'Olympique de Marseille en début de semaine avec l'apparition d'un youtubeur que vous connaissez sûrement bien. Donc voilà, ça va être. Je suis vraiment hâte de vous sortir cette vidéo. Il y aura une vidéo également qui va sortir sur une vidéo rétro. Je vous en dis pas plus. Je vous dis juste que c'est un fait qui a eu lieu il y a 20 ans. Je vais beaucoup travailler dessus. Je vais faire beaucoup de montage. Ça va vraiment être un peu différent de ce qu'on peut faire sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Tchuss!